Bonjour Maria Joano Cantino. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au Festival de Voix Vive 7, 27e édition 2024. Tu es poète invité de Portugal. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, s'il te plaît? Oui, je suis née à Lisboa en 1963. J'ai été créée en Afrique jusqu'à l'âge de 11 ans et j'ai retourné après au Portugal. Ensuite, j'ai étudié, j'ai fait des études en philosophie et j'ai soutenu mon doctorat sur un thème qui est Walter Benjamin, sur un auteur et un thème qui est typique de Walter Benjamin qui s'appelle le messianisme. Alors, j'ai une formation philosophique qui est toujours en connexion très étroite avec la poésie. Et ce que je vois dans ma poésie, c'est qu'il y a une marque très importante de la philosophie, de la mystique dans ma poésie, dans mon œuvre. Alors, il y a un autre aspect que c'est important, que c'est la métapoétique. Je travaille beaucoup. La question de l'intertextualité, des références et surtout le travail poétique, le métier poétique. Je fais la réflexion sur ça dans ma poésie, mais aussi sur d'autres thèmes qui sont connectés avec la réalité quotidienne. Je pense que la poésie, c'est un métier qui est un peu indéfinissable pour essence, parce qu'on ne peut pas dire j'écris sur ça ou sur là, mais j'écris. C'est plus fort l'acte d'écrire que l'écrire sur quelque chose. C'est une pulsion, à mon avis. J'écris comme je respire, c'est une pulsion d'écrire pratiquement tous les jours, parce que c'est très important pour maintenir mon harmonie et aussi dialoguer avec le monde. J'ai aussi une vertente dans ma poésie que c'est la politique, parce que je ne suis pas immune aux problèmes du monde. Alors tout ça traverse ma poésie dans une façon pas réelle, c'est pas un pamphlet, mais c'est une forme métaphorique de transformer la réalité en matière poétique. Ce que je veux dire plus, c'est que je suis très contente d'être ici à Sète. Ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois qu'ils m'invitent. Mais maintenant, je suis très contente parce que j'ai une œuvre qui vient de paraître qui s'appelle « Avant cela, il y avait l'ombre », qui est publiée dans la maison d'édition de Jacques-André Éditeur. C'est ça. Et quand tu as commencé à écrire, et comment? J'ai commencé à écrire très jeune, quand j'étais ado. Mais comme je trouvais que les poèmes étaient très mauvais, je les ai détruits quand j'étais à un âge un peu plus mûr. Et j'ai recommencé à écrire à l'âge de 20 ans, mais j'ai publié tard parce que j'étais mère. En plus, j'avais une carrière académique en même temps parce que je faisais les maîtrises et après j'ai fait le doctorat. Alors ça devient plus de travail pour me dédier par entière à l'écriture. Mais j'ai commencé à publier à l'âge de 39 ans. Alors j'étais déjà mûre et pour moi c'était mieux parce que si j'avais commencé à publier mes premiers poèmes, je ne les aimerais comme j'aime maintenant. Je trouve que maintenant j'ai une voix
Et ça ne se forme pas dès le début, mais c'est un processus qui va en affirmant, qui se dessine et avec l'âge, on définit notre propre trajet, notre propre voie. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand même, je pose des questions encore une fois. Comment tu crées, construis et écris ta poésie, composes ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Oui, normalement, je suis comme disait un poète portugais, Eugênio d'Andrade, le premier vers est donné par le Dieu. Et après, on commence à écrire. En fait, je suis assautée par des fragments, parfois sans que je sois en attendant le poème. Et après, je commence à écrire à partir du premier vers, je développe mon idée. Mais parfois, ça ne vient pas et je me force à écrire comme une sorte d'exercice que je dois faire pour maintenir l'écriture. Il y a deux façons, mais je ne suis pas une personne qui écrit par obligation. Toujours j'ai ce désir d'écrire, de construire mes poèmes, de faire un dialogue avec mes lecteurs, avec le monde. C'est une chose plus forte que moi, que je ne contrôle pas. Les gens, les poètes, les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui ont laissé une trace dans ton itinéraire créatif? J'étais très marquée par des auteurs allemands parce que mes études ont été dans des auteurs allemands. J'ai commencé par la poésie allemande. Et j'avais aussi la poésie portugaise comme tradition qui m'a emporté toujours vers mon processus poétique. Mais mes marques sont surtout Paul Celan, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatov, des poètes qui sont internationaux. Je n'ai pas une vision patriotique, entre guillemets, de la poésie comme s'il y avait une poésie portugaise. Je travaille comme si j'étais une citoyenne du monde et je dialogue avec ces références que j'ai dans mon trajet poétique. Mais surtout Celan a été très importante pour moi parce que m'a marqué beaucoup à l'auteur. Je travaillais sur Walter Benjamin et il y avait un rapport très étroit entre les auteurs et surtout la question de la souffrance des vaincus, de l'histoire. Et ça avait beaucoup d'importance dans mon œuvre. La traduction, surtout la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très difficile parce qu'il y avait un ami qui disait il y a un peu que même quand nous écrivons, nous traduisons déjà. C'est pas comme ça, mais la traduction, c'est toujours une trahison à notre propre poème parce que c'est une autre chose. Je travaille comme traductrice aussi. J'ai traduit quelques auteurs, surtout de langue française. Et je respecte beaucoup la fonction de traducteur parce que c'est un créateur, c'est un autre créateur qui ce n'est pas de passer de la langue vers une autre langue, mais de réinformer les poèmes. Et ça, c'est un travail très dur et très respectueux que je pense que c'est important de dire. Les traducteurs, parfois, font des merveilles avec des poèmes qui ne sont pas aussi beaux dans la langue originelle, mais les traducteurs peuvent être très créatifs et changer les poèmes. Mais les vrais traducteurs doivent toujours chercher l'harmonie entre la traduction du poème comme il faut et le sens poétique, parce qu'il y a une poésie, une musicalité dans la poésie qu'il faut renforcer dans la traduction.
Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle lusophone? Oui, dans le monde lusophone, il y a très très bons poètes. La poésie en langue portugaise est très riche parce qu'elle est très différente. Il y a beaucoup d'auteurs qui cherchent de faire naître des langages très différents, des voix qui sont différentes entre si. Je n'aime pas quand il y a une école poétique et tout le monde écrit selon cette poésie. Aux années 90 au Portugal, il y avait un théorique portugais qui défendait la poésie quotidienne. Il y a eu un peu une dictature sur la poésie portugaise, qui n'écrivait pas sur la poésie quotidienne, sur la réalité, était au dehors de poétique. Les lyriques étaient complètement éloignés. Maintenant, on a retourné vers une situation où est possible d'écrire avec la marque surréaliste, avec la marque quotidienne, avec le lyrisme. Ça veut dire que ça peut prendre beaucoup de formes poétiques. Il y a des gens qui construisent des sonnets comme avant, mais ils les réinventent, les sonnets. Ça veut dire que le sonnet n'est pas c'est le sonnet classique dans la forme, mais le thème c'est contemporain. Ça c'est la richesse de la poésie portugaise. Je pense que c'est pareil dans d'autres langues, comme en France. Je ne connais pas si bien la poésie française, mais il y a une grande diversité de poésie en France aussi. Et je pense que c'est important de maintenir cette différence. Et la place des femmes dans la poésie, est-ce que c'est avancé par rapport aux années précédentes ou bien toujours, comme on dit, il y a des problèmes? Non, non, parce qu'aujourd'hui, la situation s'est renversée. Il y avait beaucoup de poètes qui étaient hommes et nous avons le mot poétesse. Mais en portugais, on dit poétisa. Et les femmes ne veulent pas être poétesses, mais poètes. Et elles ont réclamé un lieu très important dans la poésie portugaise. Aujourd'hui, il y a plus de femmes à écrire poésie que d'hommes. Et c'est important l'affirmation de la poésie des femmes parce qu'il y avait une confusion avant que la poésie féminine était un peu fragile, qui était comme les femmes. Mais il y a des femmes qui écrivent avec un accent assez fort comme les hommes écrivent la poésie. Il n'y a pas de différence dans l'écriture. Et je pense qu'il faut respecter chaque fois plus le lieu de la femme dans la poésie parce que la critique littéraire n'accompagne pas encore cette tendance parce qu'elle privilégie la voix des hommes. Je pense que c'est un petit problème qui va changer parce qu'il y a tellement de femmes qui écrivent poésie au moment qu'il faut changer. Il faut changer. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui, mais... Oui, mais je ne sais pas bien comment c'est en France, mais au Portugal, il y a des jeunes qui écrivent poésie. Il y a beaucoup de groupes de jeunes qui écrivent poésie. Alors la poésie, c'est important pour certains cercles de jeunes qui cultivent la poésie. On ne dit pas que tout le monde lit poésie parce que c'est pareil partout. La poésie, c'est pour une élite intellectuelle. Mais c'est important qu'il y a des jeunes à faire poésie. Il y a des rencontres, des rendez-vous partout où se lise la poésie. Et la tendance, c'est de faire la confusion entre l'islam et la poésie. À mon avis, ce n'est pas la même chose.
mais l'islam est fait par jeunes et est très à la mode maintenant. Mais il y a aussi des poètes très jeunes au Portugal qui écrivent très bien, et ils seront des grands poètes dans le futur. Et c'est important. La question, tu me demandais si c'était important. Oui, pour elle, c'est important. Et il y a un public qui cherche. Toujours, il y a une certaine fixation dans la révélation. Il y a surtout cette recherche de la révélation. C'est important. Est-ce que tu fais de slam aussi? Non. Je suis pas la genre de faire. J'ai fait une fois, j'ai devenu la deuxième dans le concours, mais je n'aime pas de faire le slam parce que ce n'est pas ma façon d'écrire. Je pense que ma poésie c'est plus pour lire que pour écouter, parce que c'est réflexif. Alors il faut du temps pour me lire. Il y a des poèmes qui sont plus immédiats, mais il y a des poèmes qui exigent du temps pour lire. De cette façon, je pense que l'islam ne donne pas le temps pour réfléchir. Il a un certain succès dans la poésie politique. Quand on fait la poésie qui parle de la situation actuelle, je pense que l'islam fonctionne très bien ça. Mais pour la poésie, ça ne marche pas. À mon avis, pour moi, ça ne marche pas. Est-ce que tu viens au marché de la poésie aussi de temps en temps, par Paris? Marché de la poésie? Au marché de poésie, non. Malheureusement, je n'étais pas là. D'accord. Et j'aimerais bien avoir tes impressions de ce festival de 3 années d'expérience et encore les festivals que tu participes en Portugal. C'est lequel qui existe le plus grand ou le plus important festival? Oui, il y a beaucoup de festivals au Portugal, plus de fiction que de poésie. Mais moi-même, j'ai un petit festival, c'est pas un festival parce que c'est une journée de poésie à Óbidos. Il y a d'autres qui sont pendant 2-3 jours au nord de Portugal surtout. Il y a un grand festival qui est de Fernando Cabrita au sud, à Tavira aussi. Mais il y a beaucoup de festivals au Portugal. Merci beaucoup, Maria. De rien, je t'en prie. Je vais lire un poème que je dédie à Paul Celan, que s'appelle Balada de Czernowitz. Ter-lhe-á dito que não era legítimo escrever poesia nas costas dos mortos de Auschwitz, e que fazer-se os olhos lhe doíam e a língua queimava, que fazer-se o vidro lhe entrava tão dentro da pele e nada parecia sobreviver senão o som do violino, compassando o ar vazio, o baco dos corpos, o som seco e metálico saindo dos canos das armas. Depois ele recuou e tentou desculpar-se, mas a cinza de Sulamite já se transformara no seu olhar. O som saía gutural, atravessava o poema com a sua lâmina. E as palavras entravam na noite, cruzavam desertos, rasgavam as vísceras dos mortos. E eles, os mestres da morte, olhavam indiferentes. Nem malévolos sabiam sê-lo, instrumentos apenas de uma razão gelada para a qual não há nome. O que escrevia poemas nas costas dos mortos trazia no olhar reflexos de anjo, esse anjo de asas escolhidas. Que fazer se tudo escurecia no horizonte, se não dar nome aos mortos, trazê-los à memória? Ao poeta não cabia senão a dor e o lamento, e sem querer o filósofo que decretou a impossibilidade era irmão dessa razão sem nome, já que depois da morte outra morte sobrevém, a do esquecimento. E um anjo sabe menos do que um filósofo, mas tudo sabe do humano e da linguagem, desse humano que vive para lá da morte. E mesmo que as palavras não lhe subam à boca, escreve poemas nas costas dos mortos, laminando a linguagem, obedecendo ao vento que sopra do passado. Et maintenant, en français, je demande un peu mes excuses pour mon français. Balade de Czernowitz, à Paul Celan.
On lui aura dit qu'il n'était pas légitime d'écrire de la poésie sur les dos des morts d'Auschwitz, mais que faire si ses yeux lui faisaient mal et sa langue brûlait, que faire si le verre lui pénétrait si profondément la peau, et si rien ne semblait survivre hormis le son du violon, scandant l'air vide et la chute des corps, le son sec et métallique sortant du canon des armes. Puis il recula et essaya de s'excuser, mais la cendre de Soulamite se transformait déjà dans son regard. Le son était guttural et transperçait les poèmes de sa lame, et les mots pénétraient dans la nuit, parcouraient des déserts, déchiraient les viscères des morts, et eux, les maîtres de la mort, ils regardaient indifférents, ils ne savaient pas être maléfiques, instrument seulement d'une raison glacée pour laquelle il n'est pas de nom. Celui qui écrivait des poèmes sur le dos des morts avait dans le regard des reflets d'anges, un ange aux yeux noués, qui faire si tout s'obscurcissait à l'horizon, sinon donner un nom aux morts, les remettre en mémoire. Aux poètes ne revenaient que douleur et lamentation, et sans le vouloir, les philosophes qui décrètent cette impossibilité étaient frères de cette raison sans nom, puisqu'après cette mort, une autre mort survient, celle de l'oubli. Et un ange, c'est moins qu'un philosophe, mais il sait tout de l'humain et du langage, de cet humain qui vit par-delà la mort. Et même si les mots ne lui montrent pas aux lèvres, il écrit des poèmes sur les dos des morts, en tranchant le langage, en obéissant au vent qui souffle du passé. C'est un poème qui est sur les réfugiés qui sont arrivés à Valence après un long voyage où ils n'étaient pas reçus partout. Alors il arrête à Valencia et c'est un hommage a ces réfugiés. Chegada a Valência. Pisei o sol de Valência e chorei como uma criança. Talvez tivesse olhado para o céu, mais uma vez, enquanto as lágrimas me queimavam a pele. Este sou eu, o negro de carne ulcerada. Esta é a ferida que resta de um homem, um animal doente sussurrando nos escombros da sua memória. Pisei o sol de Valência e chorei como uma criança. Deixei para trás os meus mortos, para trás a minha língua e os meus sonhos, a minha amada morrendo sob os golpes dos seus algozes. Arrivé à Valence. J'ai foulé le sol de Valence et j'ai pleuré comme un enfant. Peut-être j'ai regardé le ciel une fois de plus, tandis que les larmes me brûlaient la peau. Mais voici moi, le noir à la chair ulcérée. Voici la plaie qui reste un homme, une bête malade sombrant dans les décombres de sa mémoire. J'ai foulé le sol de Valence et j'ai pleuré comme un enfant, laissant derrière moi mes morts, derrière moi ma langue et mes rêves. Mon aimé mourant sous les coups de ses bourreaux. E depois vem poema. E depois vem o poema rompendo por entre as fissuras do real, entre as malhas do sonho. Um homem guarda as palavras do vento que passa, quer trazê-las ao poema e elas perdem-se nos espelhos. Dos tilhaços das palavras faz-se o corpo do poema, inteiro e inaugural, como um animal acabado de nascer. Et ensuite vient le poème. Et ensuite vient le poème se frayant un chemin à travers les fissures du réel, entre les mailles du rêve. Un homme retient les mots du vent qui passe. Il veut les porter au poème et eux se perdent dans les miroirs. Des éclisses de mots forment le corps du poème, plénier, inaugural, como um animal venant tout juste de naître. Adagieto, deixa-me adivinhar lentamente o modo como as notas percorrem os teus dedos, nessa dobra do silêncio por dentro da música. Tudo parece eternizar-se enquanto apagas as teclas e fechas os olhos seguindo o rastro do coração. Uma ilha espera-te, tu. Adagieto, laisse-moi deviner lentement
la manière dont les notes parcourent tes doigts, dans ce pli du silence, au cœur de la musique. Tout semble s'éterniser pendant que tu caresses les touches et fermes les yeux, suivant à la trace le cœur. Île t'attend, toi. As coisas simples. É verdade que as coisas simples não deixam história. Ninguém fala delas. Mas quando morreres não é a glória ou a erudição que te confortará o medo. São as coisas simples que há na vida, as coisas que ficaram na memória e que descem sobre nós, como a luz do entardecer ou o perfume das flores na primavera, os que amamos e o riso deles, o tempo em que não havia peso e tudo era tão leve, até a vida. Les choses simples. C'est vrai que les choses simples ne laissent pas d'histoire. Personne n'en parle. Mais quand tu mourras, ce ne sera pas la gloire ou l'érudition qui réconforteront ta peur. Ce sont les choses simples qu'il y a dans la vie, les choses qui restent dans la mémoire et descendent sur nous, comme la lumière à la tombée du jour ou les parfums des fleurs au printemps. Ce que nous avons aimé, le rire, le temps où il n'y avait pas de poids, où tout était si léger, même la vie. Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou como tu um modo de entrar na eternidade, de caminhar na vertigem das palavras e de escutar o pulsar dos pássaros na manhã serena. Por isso entro agora na sombra tão docemente, para ver como nasce a luz nas flores, escavo o caminho, persigo o curso das águas e sacio a minha sede. Personne ne m'a appris. Personne ne m'a appris comme toi une façon d'entrer dans l'éternité, de marcher sur le vertige des mots et d'écouter la fougue des oiseaux dans les matins tranquilles. Voilà pourquoi je commence à entrer dans l'ombre si doucement, pour voir comment naît la lumière dans les fleurs. Je creuse le chemin, je suis le cours des eaux et j'étanche ma soif. Le poème de l'anthologie maintenant. Je peux lire le poème de l'anthologie. De cette année-là? Il est de cette. Memorial do Holocausto. Como poderia escrever um poema mesmo que me pedisse sobre esse momento em que o violinista ecoa no silêncio, evocando o horror, e de repente lembro os violinos do poema de Celan tocando na neve de Auschwitz, a cinza de Sulamite, e penso no baco dos corpos caindo. Todavia cai uma neve fina, e no silêncio da manhã ecoam os cânticos do Rabi, diante do memorial. É o tempo dos acordes. Para onde te voltares, a história acompanhar-te-á. Os mortos que trazemos dentro de nós, as vozes que nos assombram e aqueles que te olham do passado pedindo-te a redenção. Cai uma neve fina no silêncio da manhã e tu escreves o poema. Memorial de l'Holocauste. Comment pourrais-je écrire un poème, même si tu me le demandais, sur ce moment où le violoniste résonne dans le silence, évoquant l'horreur. Et soudain, je me rappelle du violon du poème de Celan, jouant dans la neige d'Auschwitz, la cendre de Sulamite, et je pense au bruit des corps qui s'affaissent. Pourtant, une fine neige tombe, et dans le silence du matin, les chants du rabbin résonnent devant le mémorial. C'est le temps des accords. Et où tout te tourne, l'histoire te suivra, les morts que nous portons en nous, les voix que nous hantent, et ceux qui te regardent du passé te demandent la rédemption. Une fine neige tombe dans le silence du matin et tu écris le poème. Merci beaucoup, Maria. Merci, je t'en prie. Merci. C'est moi que je dois remercier.